Bonjour à tous et bienvenue dans Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et dans ce podcast, je vous partage mes meilleurs conseils, seul ou avec mes invités, pour vous aider vous aussi à organiser le mariage de vos rêves, mais surtout un mariage qui corresponde à vos valeurs. J'ai imaginé ce podcast comme un moment privilégié qui vous est entièrement réservé. Une petite pause dans votre semaine où vous pourrez faire le plein d'astuces pour votre mariage sans aucune pression, dans la détente la plus totale. Alors installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, de quoi prendre quelques notes et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée, une excellente semaine et je suis ravie de vous retrouver pour l'épisode 28 de Mariage engagé. On arrive bientôt à l'épisode 30, ça y est, on va atteindre un nouveau palier dans ce podcast et j'en suis très heureuse encore une fois. Et c'est aussi pour ça que j'espère que le sujet du jour va vous plaire puisqu'aujourd'hui j'ai choisi de parler d'un sujet qui fait beaucoup débat parmi les futurs mariés, un sujet qui est essentiel, qui prend beaucoup de place. Il y a peut-être certaines personnes qui écoutent ce podcast qui sont un peu obnubilées par ces sujets parce qu'encore une fois, il a une importance toute capitale dans votre mariage. Je veux bien entendu parler du budget. Alors, on a déjà parlé du budget dans un précédent épisode où je vous donnais justement quelques conseils pour diminuer le budget de votre mariage. Mais j'ai choisi de refaire un épisode sur le sujet, mais pour parler d'une autre facette de ce budget et pas seulement se centrer sur la diminution du budget du mariage, mais se centrer de façon plus large sur l'organisation d'un mariage à petit budget quand ça a été décidé dès le départ. Car bien évidemment, l'un des plus gros dilemmes quand on se marie, c'est d'avoir beaucoup d'envie et un budget qui ne suit pas forcément. Parce que c'est toujours compliqué lorsque on rêve de son mariage, on se dit qu'on va faire plein de trucs, qu'on va faire un repas avec 8 plats, qu'on va faire un feu d'artifice de 20 minutes à la fin de la soirée, un lâcher de lanterne, etc., tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis quand vous retombez un peu, quand vous avez un peu les pieds sur terre, que vous regardez les prix et que vous avez à ce moment où vous vous dites « mais comment est-ce que je vais arriver à faire tout ça avec le budget que j'ai aujourd'hui ?» Et cela peut un peu déprimer même beaucoup les futurs mariés puisque à ce moment-là, elles peuvent penser qu'il va être impossible d'avoir le mariage de ses rêves avec aussi peu à dépenser, qu'elles ne pourront pas se sentir comme de véritables princesses car elles doivent aussi vivre à côté de leur mariage et qu'elles ne peuvent pas mettre tout leur budget dans leur mariage, il faut bien qu'elles s'imposent des limites et donc elles ne peuvent pas mettre plus d'une certaine somme dans leur mariage, sinon ce serait un peu compliqué de vivre à côté. Et pourtant, aujourd'hui, avec cet épisode, j'ai envie de vous montrer que c'est faux, qu'il est tout à fait possible pour vous d'avoir le mariage de vos rêves, quel que soit votre budget, avec seulement un peu de travail et beaucoup de créativité et d'imagination. J'ai 8 points sur lesquels j'aimerais me concentrer sur cet épisode. On va découvrir ces 8 points ensemble et j'espère qu'à la fin de cet épisode, vous serez remotivés comme jamais et vous serez convaincus que oui, vous pouvez avoir le mariage de vos rêves, même si vous avez que 2000, 4000, 6000 ou 20 000 à dépenser, je ne sais pas encore, je ne sais quoi. Et on commence tout de suite avec le point numéro 1, qui est un peu une idée reçue dans la lignée des idées reçues que j'ai pu traiter dans l'épisode 24 sur justement les pires, même les meilleures idées reçues que vous pouviez avoir concernant le mariage. Et cette idée reçue, c'est que ce n'est pas parce que vous avez un petit budget que vous n'aurez pas un mariage de princesse. Je sais que c'est un peu une idée reçue qui est ancrée dans la tête des futurs mariés, car quand on pense mariage de princesse, on pense à des mariages qu'on a vus dans les films, qu'on a vus dans les films Disney, ou même dans la vraie vie. Par exemple, si je prends le mariage de Kate Middleton, je sais que personnellement, à l'époque, j'ai bavé devant ce mariage parce que, faut dire la vérité, il était juste trop beau, quoi. Mais évidemment, c'est le genre de mariage qui coûte beaucoup d'argent. Et quand on parle de famille royale, effectivement, on sait bien qu'ils ont l'argent pour s'offrir ce genre de choses, ce qui n'est pas souvent le cas du commun des mortels, là encore une fois, il faut le dire. Mais là où je pense que c'est faux, et encore une fois, pour moi, c'est tout simplement une question de perception. C'est-à-dire que pour moi, avoir un mariage de princesse, c'est avoir le mariage de ses rêves quelque part. Parce que c'est notre journée, c'est la journée où on se marie à l'homme ou à la femme de notre vie, avec la personne avec laquelle on souhaite passer tout le restant de notre vie pour faire ce bout de chemin ensemble. Et donc, tout le monde a envie de se sentir comme une princesse, toutes les futures mariées ont envie de se sentir comme des princesses le jour de leur mariage,
et c'est tout à fait normal, c'est votre droit, c'est naturel, c'est censé être le plus beau jour de votre vie et donc vous avez le droit de vous sentir comme une princesse. Mais c'est là où je vous invite à nuancer, c'est que quand on dit mariage de princesse, c'est vaste, c'est comme quand on parle de mariage éco-responsable, ça inclut énormément de choses. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de vous inviter à la réflexion, de vous poser et vraiment vous poser la question, qu'est-ce que ça représente pour vous un mariage de princesse ? Parce que vous pouvez être sûr que si je pose la question à deux personnes différentes, les deux n'auront pas du tout la même réponse. Pour certaines personnes, ça peut être avoir une robe avec des froufrous, pour d'autres, ça va être une robe plus type sirène. Certaines personnes auront envie d'inviter tous leurs proches, leurs familles, leurs amis, etc. Alors que d'autres aimeraient un mariage un peu plus intimiste, en petit comité. Vraiment, il y a plein d'éléments qui influent sur votre perception du mariage de princesse, du mariage de vos rêves. Et le plus important, c'est de vraiment trouver la signification, ce que ça veut vraiment dire pour vous. Et surtout, si c'est quelque chose que vous avez envie pour votre mariage. Si vous pensez qu'un mariage de princesse, c'est avoir une robe meringue, une grosse robe avec laquelle vous pouvez à peine marcher, mais que ce n'est pas quelque chose qui vous convient, ce n'est pas quelque chose vers lequel vous allez devoir vous diriger. Parce que vous ne vous reconnaîtrez pas, vous ferez un choix par rapport à une perception extérieure et pas par rapport à ce que vous souhaitez aussi. Et là, je suis certaine qu'il y a certaines personnes qui vont me dire « Oui, mais Aude, si moi j'ai envie d'avoir une robe meringue, je suis allée voir dans toutes les boutiques et les robes coûtent 3 000, 4 000 euros et c'est pas du tout dans mon budget de me payer ce genre de choses. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, ne vous inquiétez pas, on va y revenir, j'ai des pistes de solutions pour vous. Maintenant, j'aimerais passer à un sujet plus pratique, si je puis dire, parce que là, on parlait juste d'idées reçues, de mindset, si je puis dire, alors que là, on va vraiment rentrer un peu plus dans le concret, comme j'ai déjà pu en parler sur le podcast quand on parlait de budget, ou même sur des anciens articles de blog que j'ai déjà pu écrire par le passé. J'aimerais revenir un peu sur la définition même du mariage à petit budget, et sur l'élément en particulier qui vous permettra de maintenir, de réussir à tenir votre budget et à ne pas le dépasser. C'est évidemment le suivi de ce budget qui doit être la plus rigoureuse possible. Car dans le cas où vous souhaitez vraiment, ou vous n'avez pas le choix d'avoir peu de budget pour votre mariage, contrairement à quelqu'un qui peut peut-être se laisser un peu plus aller, c'est que vous allez devoir être plus intransigeante sur certaines choses, sur certaines dépenses, et vous allez sans doute devoir plus contrôler que quelqu'un qui n'a pas ce genre de difficulté pour justement éviter que le budget de votre mariage ne prenne le pas sur le budget de votre vie personnelle, pour votre famille, pour que vous puissiez vous nourrir, payer vos factures, etc. Alors, j'ai déjà parlé du processus de création d'un budget de mariage dans des articles ou même dans des anciens épisodes de podcast dont je vous mets les liens en description si vous souhaitez les voir pour avoir plus de détails. Donc, étant donné que j'ai déjà abordé le sujet, je vais juste repasser rapidement par chacune des étapes. Mais pour moi, il y a 5 étapes principales pour vous permettre justement d'avoir un suivi du budget de votre mariage qui soit très rigoureux, qui soit très carré pour justement ne pas laisser la place aux dépenses imprévues, au budget qui explose, etc. La première étape, ça va être de déterminer vos postes de dépenses. Et là, ça peut être tout ce qui va concerner les prestataires, la décoration, etc. Bref, tout ce que vous souhaitez pour votre mariage, il va falloir que vous le notiez sur papier. Et évidemment, qui dit que vous allez noter ça sur papier, dit que vous allez devoir le budgétiser par la suite. Idéalement, une fois que cette étape sera faite, vous allez prendre le budget global dont vous disposez et vous allez fixer un budget pour chaque poste de dépense. Et encore une fois, je sais que c'est une étape qui est très compliquée pour les futurs mariés, car en général, la perception qu'on peut avoir du monde du mariage, des prix qui sont impliqués dans le monde du mariage, sont très différents de la réalité, ce qui fait qu'il peut y avoir un certain décalage quand par exemple on espère trouver un photographe à 300, 400 euros, alors qu'au final, pour les prestations que vous souhaitez, eh bien on va souvent vous demander 1500 ou 2000 euros. Donc j'aimerais juste rapidement faire un aparté pour vous dire que oui, ça peut sembler cher, mais que quelque part, personnellement, en tant qu'entrepreneuse dans le monde du mariage, je suis convaincue que la plupart des prestataires de mariage, parce qu'évidemment il y a des personnes qui ne sont pas bienveillantes, évidemment il faut le dire aussi, mais la plupart des prestataires que vous allez rencontrer sont bienveillants et ne fixent pas leurs tarifs par hasard, c'est parce qu'il y a un véritable travail qui est fait derrière, un investissement, une formation qui a été faite, des formations qui sont même continuelles parce qu'on ne se forme pas juste une fois et ensuite on arrête de le faire, non, on se forme continuellement pour continuer à donner à nos clients les meilleures prestations possibles, évidemment tout ce qui est le matériel, mais même aussi l'expérience en travaillant sur d'autres mariages, etc.
Et je prends le cas du photographe parce que c'est quelque chose qui est assez représentatif. Il y a un travail avant le mariage pour apprendre à connaître les mariés, échanger, identifier leur style, faire le planning de la journée, etc. Le jour J, évidemment, pour prendre toutes les photos. Et après le mariage, pour faire les retouches, la post-production, envoyer les photos, échanger avec les mariés, etc., etc. Donc c'est pas juste uniquement le jour du mariage que votre photographe est payé, mais il est également payé pour le travail qu'il fournit avant et après, et c'est à peu près le cas pour tous les prestataires que vous allez rencontrer. Cela dit, il reste des alternatives qui existent, donc encore une fois, ces fameuses alternatives dont on parlera tout à l'heure. Mais j'aimerais déjà en profiter pour introduire une notion qui est très importante, qui est la notion de priorité. C'est-à-dire que lorsque vous allez définir votre budget, il va falloir que vous définissiez quels sont les postes qui, pour vous, sont prioritaires. Si par exemple, la robe est plus importante que le photographe, eh bien, il est logique que vous allez peut-être mettre plus d'argent sur le fait d'avoir la robe de vos rêves plutôt que sur le photographe où vous pourrez trouver d'autres solutions pour le faire à moindre coût. Une fois que vous avez fait ce travail, il faudra aussi se poser la question, se demander comment est-ce que vous allez financer votre mariage. Alors il y a plein de façons de faire, donc soit vous pouvez faire par vos propres fonds, si vous avez des économies, dédier une partie de votre salaire pour votre mariage, ou même demander de l'aide à votre famille, à vos amis, faire une liste de mariage entre guillemets, où vos invités, votre famille pourront vous aider à financer directement votre mariage, en échange du quoi ils n'auront pas à vous offrir de cadeaux le jour J, c'est possible aussi. Ou alors vous pouvez passer directement par le prêt, vous pouvez faire un prêt pour votre mariage, mais je l'aborde déjà dans l'un des articles que j'ai pu écrire sur le budget de mariage, mais ce n'est pas une solution que je vous recommande et je vous laisse aller dans la description si vous souhaitez découvrir pourquoi. Et une fois que vous saurez évidemment comment est-ce que vous allez financer votre mariage, il est important de le noter pour que vraiment vous puissiez avoir une trace, c'est-à-dire que votre mariage va vous coûter tant et vous aurez telle partie qui est financée par vos économies. Si par exemple c'est votre mère qui vous offre la robe, etc., etc., c'est important de le noter aussi. Puis, une fois que vous aurez tout ça et que vous serez vraiment dans le vif du sujet à vraiment dépenser cet argent pour votre mariage, il va falloir que vous notiez chaque dépense à chaque fois que vous les faites, ne serait-ce que pour vérifier que le budget prévisionnel, celui que vous aviez établi à la base, est respecté et pouvoir anticiper suffisamment en avance si jamais vous vous rendez compte que le budget va être explosé, voir ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation, rectifier le tir et faire en sorte que le budget se retrouve le moins impacté possible. Et enfin, dernière étape qui pour moi est essentielle, c'est qu'il faut que vous prévoyez des plans B, justement comme ce qu'on disait il y a quelques secondes, si jamais votre budget évolue trop vite, qu'il va être dépassé et que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez vous le permettre. Et pour cela, je le redis encore une fois, mais ça va surtout être possible avec les alternatives, avec quelques exemples d'alternatives que je vais vous proposer dans quelques instants et desquels vous pourrez vous inspirer pour créer vos propres plans B, C et D pour trouver d'autres façons de faire pour tout de même avoir le mariage de vos rêves, avoir vos envies pour votre mariage tout en respectant au maximum votre budget. Ce qui est important pour moi aussi pour déjà de base respecter son budget et faire en sorte qu'il ne soit pas dépassé, c'est de bien définir vos envies en amont et de surtout s'y tenir. Parce que, encore une fois, je prends un exemple, si jamais vous souhaitez organiser un mariage champêtre et que 3 mois avant le mariage, alors que vous aviez tout, vous souhaitez tout changer pour faire une décoration rock, eh bien ça va vous coûter de l'argent et en plus de vous coûter de l'argent, ça va vous coûter du temps puisque vous aviez déjà tout fait et il faut que vous repreniez tout depuis le début. C'est pour ça que c'est une étape à ne surtout pas négliger, même si vous devez y passer 2 mois, passer 2 mois vraiment à définir vos envies pour vraiment que vous soyez sûr que ce n'est pas quelque chose que vous allez vouloir changer à 2 semaines du mariage parce que vous allez trouver que tout est moche. Voilà, c'est vraiment important d'avoir ces envies et de s'y tenir pour ne pas perdre de temps parce que tout ce que vous aurez fait avant ce changement, vous l'aurez fait pour rien et vous aurez perdu du temps, mais vous aurez aussi perdu de l'argent parce que c'est des choses que vous avez déjà acheté, alors évidemment vous pouvez le revendre, le prêter, etc. Mais vous ne retrouverez jamais la totalité de la somme que vous aviez déjà investie avant ces changements. Donc c'est pour ça que je vous invite à faire très attention. C'est aussi là que l'idée des priorités peut être intéressante, car si on s'enlève un peu du côté de la décoration des prestataires, vous pouvez très bien faire des listes, par exemple avec tous les postes de dépenses que vous avez déjà définis dans les précédentes étapes, et vous dire, pour moi, qu'est-ce qui est obligatoire ? Si je n'ai pas ça le jour de mon mariage, est-ce que ça va
impacté? Est-ce que c'est important? Est-ce que si je ne l'ai pas, je ne vais pas avoir le mariage de mes rêves? Donc est-ce que c'est vraiment obligatoire pour vous? Puis vous pouvez faire une deuxième colonne avec par exemple ce qui peut être sympa mais ce n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que vous pouvez l'inclure dans le budget, mais si jamais vous vous rendez compte que le budget va être dépassé, que vous ne trouvez pas ce qui vous convient avec le budget que vous aviez établi à la base, eh bien ce sont des choses que vous pouvez supprimer parce que c'est un plus mais c'est assez superflu, voilà, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment très important pour vous et donc vous préférez vous centrer sur les choses qui sont vraiment importantes. Et enfin, une troisième colonne où vraiment vous notez tout ce que vous ne souhaitez pas, donc pas forcément des choses, même la plupart du temps ce ne sont pas des choses qui sont sur la liste de votre budget, des postes de dépenses de base, mais c'est juste des choses que vous mettez parce que vous ne souhaitez tout simplement pas le faire pour votre mariage. Par exemple, j'ai déjà eu le cas avec un couple de mariés dont les parents voulaient absolument qu'ils fassent un feu d'artifice, mais eux ne le souhaitaient pas. Donc eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont directement mis dans cette colonne qu'ils ne voulaient pas de feu d'artifice, et ils ont dit à leur entourage qu'ils ne voulaient pas de feu d'artifice et que c'était non négociable. Parce que là, encore une fois, je me permets un petit aparté, ça me permet de rebondir sur le sujet. Si jamais vos parents veulent des choses pour votre mariage ou qu'ils veulent inviter des personnes, sachant que dans un cas comme dans l'autre, ça coûte de l'argent, même s'ils se proposent de vous le payer, de vous payer ce genre de choses, si ce n'est pas quelque chose que vous souhaitez de base, eh bien, ne leur dites pas oui. Il faut vraiment que vous teniez votre position. Même si ce n'est pas vous qui payez, c'est tout de même vous qui allez avoir ces choses à votre mariage. Vous allez voir ces personnes. Si vous ne souhaitez pas de feu d'artifice et que vos parents en achètent un pour vous, eh bien, vous aurez un feu d'artifice à votre mariage, même si de base vous ne le souhaitiez pas. Donc, si ce sont des choses de base que vous ne souhaitiez pas, même si vos parents vous proposent de les payer parce qu'ils savent que c'est compliqué pour vous, si vous ne le souhaitez pas, vous ne le souhaitez pas, c'est niet et ils doivent respecter votre décision car après tout, c'est votre mariage, ce n'est pas le leur. Bref, je referme la parenthèse parce qu'il est temps de se pencher sur le cas des alternatives qui est un élément très intéressant à ne pas sous-estimer pour soit réduire le budget de votre mariage ou alors dès le départ vous dire que vous allez faire un mariage petit budget parce que vous allez faire ça à la place de ça. Techniquement, les alternatives, qu'est-ce que c'est? C'est la partie un peu créative du processus puisque vous allez sortir du cadre, vous allez penser en dehors de la boîte, outside the box comme on dit en anglais, et vous allez trouver des solutions, des alternatives qui soient moins onéreuses pour votre mariage mais qui feront tout aussi bien le taf que les solutions plus classiques. De façon générale, quand on parle de solutions classiques pour son mariage, on parle de déléguer, on parle de faire par des prestataires, parce que c'est l'assurance d'avoir un travail de qualité. Mais si vous ne souhaitez pas ou que vous ne pouvez pas investir de l'argent pour avoir des professionnels à votre mariage, ce qui peut se comprendre aussi, eh bien, ces alternatives seront très intéressantes pour vous, en plus de vous permettre d'exprimer votre créativité, parce que je suis souvent étonnée par les propositions des futurs mariés qui font des choses super originales qui ne leur coûtent pas grand chose et au final elles sont super satisfaites de ne pas être passées par les façons plus traditionnelles parce qu'au final elles ont pu respecter leur budget, leurs envies et elles ont eu le mariage dont elles rêvaient même si elles n'ont pas eu de prestataire, de photos à 3000 €, etc. Alors je ne vais pas faire les alternatives pour chaque poste de dépense mais je vais juste vous donner quelques exemples pour que vous puissiez vous donner une idée et que vous puissiez réutiliser ces idées, les transposer sur d'autres postes de dépenses et surtout sur les dépenses qui vous intéressent si ce que je vous présente ne vous convient pas, ce qui est possible et tout à fait normal. Alors déjà, on peut avoir le cas du traiteur. On le sait, un repas, ça coûte cher, surtout un repas de mariage, on peut vite arriver aux 60, 70 ou 80 € par personne et si vous avez pâli en entendant ce chiffre, il y a des solutions pour vous. Alors il y a évidemment tout ce qui peut être le buffet qui déjà est beaucoup moins cher que le service à table de base. Vous pouvez aussi faire appel à des food trucks. Là encore une fois pour réduire le coût, surtout si vous avez un mariage en petit comité, c'est une solution parfaite. Mais vous pouvez aussi organiser un repas participatif. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui s'y prête quand même plus si vous êtes peu nombreux. Mais ce n'est pas impossible de le faire si vous avez 100 personnes. Il suffit juste de l'organisation. Et croyez-moi, juste en rajoutant de l'organisation, tout ce qui peut sembler impossible devient subitement possible. Donc le but d'un repas participatif, si jamais vous ne connaissez pas ce concept, c'est que chaque personne ramène quelque chose et tout le monde se partage les plats, les boissons, les desserts qu'ils ont ramenés pour passer vraiment un moment convivial et qui coûte beaucoup moins cher que les traiteurs traditionnels.
Alors, j'avoue qu'il faudrait peut-être que je fasse un épisode de podcast sur le sujet parce que j'avoue que j'ai plein d'idées sur la façon de faire un repas participatif. N'hésitez pas à me dire si ça pourrait vous plaire. Mais par exemple, vous pouvez tout à fait bien dire, comme on avait dit un peu plus tôt dans l'épisode, que si jamais la personne ramène son plat, eh bien qu'elle n'est pas obligée de vous faire un cadeau de mariage parce que de toute façon, vous n'avez pas besoin de grand chose et vous, tout ce que vous avez besoin, c'est de bien manger le jour de votre mariage. Bon voilà, je vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que c'est tellement vaste et j'ai tellement d'idées qu'on pourrait en faire un épisode entier d'une demi-heure sans aucun problème, donc je vais passer à d'autres alternatives, donc notamment pour les photos, qui est un poste de dépense qui peut être très cher pour certaines personnes qui n'ont pas les moyens de s'offrir les photos d'un prestataire et qui ont confiance en leurs invités pour faire de très belles photos. Il y a une application qui existe et qui s'appelle Wetshoots, donc je vous mettrai le lien dans la description si vous souhaitez en savoir plus. Et c'est une application qui vous permet de créer un album et de partager un lien ou un QR code pour que les invités qui prennent des photos de votre mariage puissent directement mettre leurs photos sur cette application pour que vous puissiez à la fin vous retrouver avec un album entier avec des photos et des vidéos de votre mariage. Donc ça peut être une piste intéressante si vous ne voulez ou que vous ne souhaitez pas avoir un photographe professionnel pour votre mariage, eh bien vous pouvez faire confiance à vos invités si vous le souhaitez bien entendu pour prendre des photos à leur place. Pour tout ce qui est la robe ou même plus largement tout ce qui va être les tenues, les accessoires, etc., vous pouvez très bien louer vos tenues. J'en parlais dans un des articles justement consacrés à ce sujet, mais il y a beaucoup de sites sur internet ou même de boutiques en général dans les grandes villes qui vous proposent justement de louer ou même d'acheter vos tenues, vos accessoires d'occasion. Donc c'est quelque chose qui coûte quand même beaucoup moins cher que le neuf, donc vous êtes gagnant sur ce point-là. C'est aussi une alternative qui est plus éco-responsable. Évidemment, on est sur un podcast éco-responsable, donc le but c'est de rester quand même un peu dans le thème. Et si ça ne vous dérange pas de porter des choses qui ont déjà été portées par d'autres personnes, eh bien c'est la solution idéale pour vous permettre de maîtriser votre budget, de pouvoir vous offrir de belles choses parce qu'il y a beaucoup de boutiques où il y a des robes qui sont absolument magnifiques que vous pouvez avoir pour une bouchée de pain et notamment des robes princesses typiques. Et enfin, pour tout ce qui est décoration, eh bien, vous pouvez tout simplement réutiliser ce que vous avez déjà, des éléments de la décoration de votre appartement, votre maison. Vous pouvez très bien réutiliser pour votre mariage, pour décorer votre mariage. Mais de toute façon, c'est un conseil qui s'applique à peu près de partout. Tout ce qui est les circuits alternatifs, donc l'occasion, le prêt, le don, etc. Tout ce qui n'est pas du neuf coûte beaucoup moins cher que le neuf pour votre mariage et c'est évidemment une solution qui est bien plus écologique car encore une fois il va y avoir beaucoup de liens dans la description mais le neuf pollue énormément, je vous mettrai quelques liens encore une fois dans la description et donc acheter d'occasion, acheter par des circuits alternatifs qui ne sont pas du neuf est un excellent moyen pour maîtriser votre budget tout en faisant un geste pour la planète. On en parlait encore une fois il y a quelques instants donc par rapport au fait que les alternatives vous encouragent vraiment à sortir du cadre, à penser en dehors de la boîte, en dehors du moule. Il y a des types de mariages qui justement vous permettent de faire les choses de façon plus originale, sans peut-être passer par des alternatives au niveau des prestataires, etc. Mais qui sont aussi redoutables pour vous permettre de maîtriser le budget de votre mariage. Alors je pense notamment au mariage en petit comité. Si jamais vous n'aimez pas les grands mariages, vous n'avez pas envie d'inviter tout le monde et que pour vous, juste 30 ou 40 personnes, ça vous suffit, eh bien, ça va vous permettre de mieux maîtriser le budget parce que chaque personne coûte de l'argent pour votre mariage. C'est probablement l'un des postes les plus chers. Et en invitant moins de personnes, vous allez dépenser moins d'argent, logiquement. Vous pouvez aussi vous marier soit en semaine ou soit en dehors de la saison. Donc, c'est-à-dire en dehors de l'été, car en général, 60% des couples choisissent de se marier en été. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la saison des mariages. Mais se marier en dehors de cette saison et même en semaine, donc ne pas se marier le samedi comme c'est le cas traditionnellement, est très intéressant au niveau budgétaire parce que les mariages en semaine et hors saison coûtent beaucoup moins cher que les mariages le samedi et l'été. Donc en général, la plupart des prestataires ont deux tarifications, une tarification basse saison, une tarification semaine et une tarification haute saison, une tarification c'est le samedi, etc. Et vous pouvez être très surprise de voir qu'il y a énormément de différences entre les deux. Alors je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet, ce n'est pas le but de l'épisode. Encore une fois, j'ai déjà traité cette thématique dans d'autres épisodes de podcast. Le but est justement de vous dire, de vous informer que si vous souhaitez maîtriser, avoir un mariage à petit budget, envisager de se marier à un autre moment que le samedi au mois de juillet est une excellente idée pour vous permettre de réduire de beaucoup le budget initial de votre mariage.
Maintenant, j'aimerais qu'on fasse un peu un saut dans le temps, dans vos préparatifs, donc une fois qu'on a fixé tout ce qui a été le budget, les alternatives, vos envies, etc. Et vraiment pour se retrouver dans la phase où ça y est, vous êtes lancé dans vos préparatifs, vous faites vos achats, vous réservez aux prestataires, etc. Parce que, on le sait, ça arrive dans la vraie vie, donc ça arrive aussi pour votre mariage. Personne n'est à l'abri des achats d'impulsion. Ces achats qu'on n'avait pas du tout anticipé de faire, soit parce qu'on n'y avait tout simplement pas pensé, ou alors parce que ce n'était pas prévu, dans le sens où si par exemple vous voyez un magnifique canard en plastique dans une vitrine, alors que vous n'avez pas prévu de l'acheter, vous allez peut-être craquer dessus et sans y réfléchir, vous allez foncer pour l'acheter. Et donc c'est tout à fait possible qu'un jour vous vous baladiez dans votre centre commercial, dans votre boutique préférée, que d'un coup vous voyez des bougies qui sont trop canons sur une étagère, en plus il y a une super promotion dessus, et là d'un coup vous vous dites mais on n'avait pas prévu de bouger à notre mariage, mais ça pourrait être sympa, en plus je fais une bonne affaire puisque c'est en réduction, et donc là encore une fois, ni une ni deux, vous allez les acheter. Sauf qu'encore une fois, le problème de ce genre d'achat, c'est que la plupart du temps, étant donné qu'ils sont faits sur une impulsion, ils ne sont pas fondés sur un véritable besoin. C'est-à-dire que c'est surtout la partie un peu irrationnelle de votre cerveau qui va s'exprimer, qui va arriver à vous convaincre que vous en avez réellement besoin, alors qu'au final, vous vous êtes laissé convaincre par rapport à un packaging, par rapport à une réduction, etc., etc. Et la plupart du temps, quand vous faites ce type d'achat, eh bien, vous n'allez jamais l'utiliser, il va prendre la poussière sur votre placard, et quand vous allez tomber dessus des années plus tard, vous ne saurez même plus pourquoi est-ce que vous l'avez acheté, alors que quand vous faites un achat parce que vous en avez besoin, et bien la plupart du temps, bon ça arrive d'oublier aussi, mais la plupart du temps, vous vous souvenez de pourquoi vous l'avez acheté. Et pour ça, je vous conseille une méthode redoutable pour vraiment vous construire une armure en béton et résister aux achats d'impulsion, c'est la méthode BISOU. Donc c'est un acronyme en 5 lettres qui va vraiment vous aider à prendre conscience du besoin que vous avez de faire cet achat, vous permettre de prendre le temps de réfléchir sur cet acte, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais si vous faites trop d'achats d'impulsion, des achats qui n'étaient pas prévus dans votre budget de base, eh bien c'est l'un des éléments qui va contribuer à la hausse de votre budget et au dépassement du budget initial, ce qui, comme on l'a vu, n'est pas forcément une bonne chose pour beaucoup de personnes. Et cet acronyme va vraiment vous aider à prendre le temps de réfléchir à cet achat et vous poser la question, mais qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que je vais réellement en avoir besoin? Donc je vais passer très rapidement dessus parce qu'encore une fois, je vais vous conseiller des articles pour vous familiariser et vous aider à pratiquer la méthode BISOU, puisque j'en ai déjà aussi parlé tout au long de ce podcast ou même du blog. On a d'abord le B de besoin. Pour quel est le besoin que cet achat vous permettra de combler? Encore une fois, on va reprendre l'exemple. Si vous voyez des bougies dans une vitrine et qui sont en promotion et que vous n'avez pas prévu de bougies pour votre mariage, eh bien vous allez pouvoir vous poser la question, mais qu'est-ce que ces bougies vont vous apporter pour votre mariage? Où est-ce que vous allez mettre ces bougies? Quelle est l'utilité que vous ferez de ces bougies pour votre mariage? Ça va vraiment vous permettre d'approfondir votre réflexion et vous allez passer de question en question pour vraiment aller au cœur du problème, si je puis dire, au cœur de votre besoin et vous dire est-ce que ça va vraiment vous apporter quelque chose. Si la réponse est oui, eh bien vous pouvez l'acheter, mais si vous vous rendez compte qu'au final, c'est pas si important que ça, vous allez peut-être y repenser à 2 fois avant de sortir votre carte bleue. Ensuite, on a le I pour immédiat, c'est-à-dire est-ce que vous en avez besoin maintenant? Encore une fois, je reprends l'exemple des bougies. Si jamais vous voyez des bougies qui sont en promo, que vous êtes à 2 mois de votre mariage, ce n'est peut-être pas forcément un achat qui est urgent puisque vous avez encore le temps pour rentrer chez vous, pour regarder les plans de la décoration, essayer d'imaginer un peu où les bougies vont pouvoir s'intégrer et vraiment être sûr que vous leur donnerez une utilité avant de les acheter. Et typiquement des choses comme des bougies, c'est des choses que vous pouvez retrouver de partout et même à des prix qui sont très bas, donc vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire, à vous dire mais si ces bougies-là ne sont plus là quand je vais revenir, mais comment est-ce que je vais faire des bougies? Vous en retrouverez de partout et je pense que c'est pareil avec toutes les autres choses que vous pourriez avoir envie d'acheter. Parce qu'encore une fois, s'il y a vraiment une chose que j'aimerais que vous reteniez de cet épisode, c'est que pour un mariage petit budget, la chose principale c'est que chaque chose doit avoir une utilité. La question ce n'est pas seulement de moins dépenser, mais aussi de dépenser mieux. C'est-à-dire que vous allez vraiment être dans une démarche où vous allez dépenser pour des choses qui vous font plaisir, des choses qui vont vraiment vous apporter quelque chose pour votre mariage, qui vous seront vraiment utiles, qui vous procureront de la joie. Et quand vous allez les regarder, vous n'allez pas vous dire « mais je regrette d'avoir acheté ça, je ne sais même pas pourquoi est-ce que j'ai acheté ça ».
Puis, on passe au S, voilà, sans transition, on passe au S de semblable, c'est-à-dire que la question que vous allez vous poser, c'est est-ce que vous n'avez pas quelque chose qui peut remplir le même besoin chez vous? Par exemple, pour reprendre l'exemple des bougies, si vous avez déjà des bougies chez vous, vous pouvez peut-être vous poser la question, est-ce que je peux pas les utiliser à la place, si elles sont pas trop endommagées, si je les ai pas trop utilisées, etc. Ou même pour prendre un autre exemple qui peut-être sera plus significatif pour vous, si vous souhaitez acheter une poêle spécifiquement pour faire des crêpes, de façon générale, on a tous des poêles chez nous, vous pouvez vous poser la question, est-ce que j'ai déjà essayé de faire des crêpes avec une poêle classique? Est-ce que ça a bien marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Et si vous vous rendez compte que franchement c'est pas pratique du tout et qu'avoir une poêle à crêpes pour justement faire des crêpes, c'est beaucoup mieux que d'avoir une poêle classique, là votre achat aura une véritable utilité, il aura un véritable besoin parce que vous allez gagner en simplicité, en rapidité, en praticité, etc. Et donc là vous pourrez faire cet achat. Ensuite on passe au O pour origine. Donc là, vous allez surtout vous poser des questions pour savoir d'où vient ce produit, comment est-ce qu'il a été fabriqué, avec quelle matière première, dans quelles conditions, quelle marque le commercialise, dans quel pays il a été fabriqué, etc. Parce que mine de rien, si c'est des questions qui vous intéressent, ça peut être très révélateur. Je prends un exemple. On sait très bien que les pays d'Asie ne sont pas réputés pour bien payer leur main-d'œuvre et les faire travailler dans de bonnes conditions. Donc si jamais vous souhaitez acheter quelque chose qui vient de Chine, vous pouvez vous poser la question, mais est-ce que j'ai vraiment envie que mon argent serve à soutenir ça? Parce que techniquement, quand vous achetez, c'est le message que vous renvoyez. Vous dites avec cet achat que vous soutenez l'entreprise, que vous soutenez le produit, et donc vous soutenez ses modes de pratique, ses pratiques, son fonctionnement, etc. parce que vous lui donnez de l'argent, et donc avec cet argent, elle va pouvoir continuer ce qu'elle faisait. Donc là, la question, ça va être de se poser, ça va être de se dire, est-ce que c'est quelque chose que je cautionne? Est-ce que j'ai envie de soutenir cette entreprise avec cet achat, et si je le fais, est-ce que je vais le regretter, oui ou non? Et enfin, on a le U de utile. Donc là, c'est un peu la continuité logique de toutes les autres lettres avant, puisque la question, c'est de se poser, est-ce que vous allez réellement vous en servir? Dans la durée, j'entends, mais surtout, est-ce que vous allez déjà vous en servir pour son but initial, ou alors est-ce que, comme on a dit, il va prendre la poussière parce que vous l'aurez acheté, et au final, vous vous rendrez compte que vous n'en avez pas forcément besoin. Donc c'est vraiment une méthode que je vous conseille d'utiliser, que moi aussi j'utilise souvent pour remettre un peu en question mes achats et qui m'a beaucoup aidé à faire moins d'achats d'impulsion et à beaucoup aussi réduire mon budget. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut vous être utile. Mais de façon générale, si jamais vous avez un achat à faire et qui n'est pas prévu, vraiment je ne peux que vous encourager à laisser passer quelques jours, à y réfléchir, à laisser cette idée mûrir. Et si au bout de quelques jours, de 3, 5, une semaine ou 2 semaines, vous vous rendez compte que vous pensez toujours à cet achat, eh bien, vous pouvez le faire. Et si jamais vous n'y pensez pas, eh bien, peut-être que vous n'avez pas forcément autant besoin de ce produit que vous ne pensiez à la base, et donc vous n'irez pas faire l'effort de l'acheter puisque vous n'en aurez pas besoin, tout simplement. Et là, encore une fois, vous allez peut-être me poser une question, mais Aude, on a déjà parlé du fait qu'il fallait bien définir ses envies pour être sûr de ne pas se tromper, de ne pas tout recommencer à zéro et perdre de l'argent. Mais si jamais je me rends compte que j'ai acheté quelque chose qui au final ne me plaît pas, qu'est-ce que je fais? Si jamais ça arrive, qu'est-ce que je fais? Déjà, rassurez-vous, c'est tout à fait normal, ça peut arriver pour votre mariage comme ça peut arriver dans la vie quotidienne aussi de faire des achats qu'on regrette par la suite. Et dans ces cas-là, d'un point de vue financier, si je puis dire, le conseil que j'aurai à vous donner, c'est d'essayer de limiter la casse et de revendre au maximum pour, même si vous n'allez pas récupérer la totalité de l'achat que vous avez fait, que vous puissiez au moins récupérer une partie, que tout de même cet achat vous ait servi à quelque chose entre guillemets, puisque vous allez le revendre derrière à quelqu'un qui en a plus besoin que vous, et l'argent que vous allez en tirer, même si encore une fois ce n'est pas la totalité de la somme que vous avez déboursée, vous permettra de vous payer autre chose pour votre mariage. Donc là c'est uniquement si vous souhaitez récupérer de l'argent pour racheter quelque chose derrière, mais si jamais ce n'est pas votre objectif, vous pouvez très bien le donner, le prêter, le louer par exemple même, etc. Mais typiquement, si jamais ce genre de choses vous arrive, ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de vraiment bien remettre en question vos envies, vos futurs achats, pour vraiment éviter que ça se reproduise. Car encore une fois, comme on l'a dit, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui vous coûte de l'argent, qui vous coûte du temps parce que vous allez tout recommencer depuis le départ. Des erreurs, ça arrive, mais le but des erreurs, c'est d'en prendre conscience et faire en sorte de ne plus jamais les répéter. C'est pourquoi la remise en question est essentielle dans ce genre de situation. Et
enfin, j'ai probablement dit enfin beaucoup trop de fois dans cet épisode, je m'excuse d'avance. On arrive à la fin de cet épisode avec un dernier point. À la fin de votre mariage, qu'est-ce que vous faites de tout ce que vous avez acheté si vous ne pouvez pas ou que vous ne voulez pas le conserver? Et encore une fois, la réponse va être toute simple, mais ça va être tout simplement de lui redonner une seconde vie. Donc, par exemple, en le revendant, en le louant, en le prêtant, en le donnant, tout ce que vous voulez. Donc là, encore une fois, je ne vais pas m'étendre sur le sujet puisque j'en parle longuement dans un épisode de podcast qui est justement dédié notamment à la question du recyclage de votre décoration après votre mariage et qui vous donne plein de conseils pour lui redonner une seconde vie de la meilleure façon possible. Encore une fois, c'est super pour l'environnement, mais c'est aussi super pour votre budget. Là, ça y est, on est définitivement arrivé à la fin de l'épisode et des 8 conseils, ou même beaucoup plus de conseils que je souhaitais vous donner pour vous aider à organiser un mariage petit budget. Vous retrouverez tout un tas d'articles que j'ai moi-même écrits ou alors que d'autres personnes ont écrits pour vous aider, vous accompagner dans cette réflexion et vous aider à organiser un mariage petit budget sans pour autant faire une croix sur vos envies pour que vous ayez tout de même le mariage de vos rêves, un mariage de princesse. Et si je devais finir sur un mot, une parole, encore une chose que j'aimerais que vous reteniez de cet épisode, c'est que ce n'est pas une honte d'avoir un mariage petit budget. Chaque personne a des besoins, elle a un budget différent, elle a des sources de revenus qui sont différentes. C'est sûr que si tout le monde gagnait des 1000 et des cents chaque mois, ce serait beaucoup plus simple pour tout le monde, mais malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans la vraie vie. Donc il y a des personnes qui pourront mettre 30 000 € pour leur mariage, des personnes qui pourront mettre que 300, et c'est normal aussi qu'encore une fois, nous ne sommes pas tous pareils. Et donc, vous n'avez pas à en avoir honte, vous avez une situation qui est différente des autres personnes. Si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement, mais que vous souhaitez tout de même vous marier, eh bien, cet épisode, j'espère qu'il vous aura prouvé qu'il y aura plein de choses, qu'il y a plein de solutions qui existent pour vous aider à diminuer le coût de votre mariage et justement à faire en sorte d'avoir le mariage de vos rêves, même si vous avez un petit budget. Et de toute façon, ce n'est pas une fatalité. Si jamais vous vous mariez, mais que vous n'avez pas le mariage de vos rêves, même si avec tous ces conseils, vous n'y arrivez pas, que vous n'avez pas le mariage de vos rêves, eh bien, pourquoi pas dans quelques années, quand la situation sera plus à l'aise niveau financier, pourquoi pas vous remarier, renouveler vos vœux et faire une grande fête, la fête dont vous rêvez, avec les moyens financiers qui seront plus à la hausse par rapport à votre mariage actuel. Voilà, dans tous les cas, ne perdez pas espoir, il y a des solutions qui existent et si jamais vous souhaitez qu'on en discute, je serai ravie d'en discuter avec vous. Vous avez mon adresse mail, mon Instagram si vous souhaitez me contacter, si vous souhaitez réserver votre rendez-vous découverte également pour discuter de votre projet de mariage. Vous le pouvez également, si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur mes prestations, vous avez soit tout sur mon site internet, ou alors vous pouvez télécharger la plaquette correspondante que je vous mets directement dans la description. Ça me ferait très plaisir d'en parler avec vous. Je vous remercie d'être arrivé à la fin de cet épisode. Encore une fois, j'espère qu'il vous aura plu et je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de Mariage Engagé. Bonne semaine à vous. Cet épisode est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous aider pour l'organisation de votre mariage. Vous retrouverez toutes les notes sur mon site audegrosbois.com/podcast si vous souhaitez revoir les grandes lignes de cet épisode. Et si vous souhaitez me soutenir et soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un petit commentaire si votre plateforme le permet. Je serai ravie d'avoir vos retours et cela m'aidera grandement à m'améliorer et à vous fournir des astuces toujours plus concrètes pour vous aider à organiser votre mariage éco-responsable. Je vous souhaite très fort de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Mariage Engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. À très vite!